Certains sont considérés comme des cold cases, des affaires non élucidées. D'autres, au contraire, ont connu un épilogue judiciaire. Leurs points communs, tous ont eu comme décor une route, une autoroute, parfois même un simple parking. On les appelle les crimes de la route. Je suis Thibaut Dinouel et dans ce nouvel épisode, je vous raconte l'affaire du violeur de la Sambre. Il a anéanti des dizaines de vies en l'espace de 30 ans. À partir de la fin des années 80 et jusqu'à son arrestation en 2018, un violeur en série agit en toute impunité sur les routes du Val-de-Sambre, dans le nord de la France. Ses victimes, des femmes, parfois mineures, qui marchent seules au bord d'une route tôt le matin. Au total, 56 viols et agressions sexuelles répertoriés par la justice, et il y en a peut-être plus. Mais qui est Dino Scala, le violeur de la Sambre, et pourquoi a-t-il mis tant d'années avant d'être appréhendé? Pour y répondre, mon invité est journaliste et a longuement enquêté sur cette affaire. Bonjour Alice Géraud. Bonjour Thibaut. Vous sortez en ce début d'année 2023 Sambre aux éditions Jean-Claude Lattès, un récit poignant où vous prenez le parti de ne pas vous intéresser principalement au profil, disons, inattendu de ce violeur en série, mais plutôt à ses nombreuses victimes et surtout au traitement que leur réserve la police et la justice. Pourquoi ? Je me suis intéressée d'abord à cette histoire parce qu'elle me paraissait complètement incohérente en fait. Je comprenais pas comment ça avait été possible. C'est effectivement un fait divers qui m'a à la base interpellée par son ampleur, l'ampleur du nombre de victimes, mais aussi l'ampleur du nombre d'années pendant lesquelles cet homme a sévi, 30 ans. Et puis, la dimension, à contrario, toute petite de l'endroit où ça s'est passé, puisque cet homme agressait sexuellement et violait des femmes le matin sur la route entre son domicile et son travail, 27 km, et pendant 30 ans. Et donc, c'est en allant rencontrer des victimes que j'ai eu les premiers éléments de réponse et je me suis dit que cette histoire, elle racontait 30 ans de traitement des victimes d'agressions sexuelles et de viols par la police, par la justice, mais certainement plus largement l'indifférence de notre société face à ces victimes. Alors justement, reprenons le contexte géographique. Tout d'abord, vous l'avez dit, nous sommes dans le département du Nord et plus précisément dans le Val-de-Sambre, un territoire industriel dont la plus grande ville est Maubeuge. Tout à fait. Le Val-de-Sambre, c'est le sud du département du Nord, on pourrait dire. C'est coincé entre le Nord et les Ardennes et la frontière belge. C'est une région très isolée en termes de desserte. C'est une petite région contournée par les grands axes de communication. C'est une région aussi très sinistrée économiquement, qui a été touchée de plein fouet par la crise des années 70 et depuis par toutes les crises successives. Et c'est pas anodin en fait dans cette histoire parce que comme on ne prête souvent qu'aux riches, la police et la justice sont particulièrement mal dotées dans cette région qui connaît déjà des difficultés. Donc on ajoute des difficultés sur des difficultés. Et je rajouterais même que les femmes victimes, pour une grande majorité, ce sont des femmes qui marchaient sur le bord de la route à 7 heures du matin en plein hiver, puisqu'il n'agissait qu'en plein hiver et le matin. Et donc, pour beaucoup, à l'exception évidemment des collégiennes et des lycéennes, comme souvent à la campagne, qui marchent pour prendre le car pour aller au collège ou au lycée, ce sont des ouvrières, des aides-soignantes, des femmes de ménage qui embauchent ou qui débauchent à cette heure-là. Donc voilà, la dimension sociale n'est pas complètement étrangère à cette histoire. Elle fait partie, c'est une des dimensions de cette histoire. En 1988, le premier passage à l'acte de Dino Scala, le violeur de la Sambre, est établi, sans que l'on sache bien sûr à l'époque encore son identité. Et pendant 30 ans, son mode opératoire ne changera quasiment jamais. Non, son mode opératoire ne change pas puisqu'il il attaque toujours de dos, par strangulation. Alors, il évolue, malheureusement, il commet des actes de plus en plus violents. C'est-à-dire qu'au départ, il attaque il l'étrangle avec son bras, puis après, voilà, il va y avoir un raffinement dans l'horreur. Ça va être des cordes, des couteaux. Mais la plupart des victimes, sauf par accident, ne voient pas son visage. Beaucoup se voient mourir, à vrai dire, parce qu'elles ne voient pas, il y a une strangulation. Et alors quand il prend peur, au début il prend souvent peur, donc il s'en va. Donc il y a dans les années 80, il y a beaucoup de tentatives de viol ou d'agressions sexuelles. Et puis après, on a de plus en plus de viols, de plus en plus violents. Et puis il s'adapte un peu. C'est toujours le même mode opératoire, mais il s'adapte. C'est-à-dire que à partir du moment, en 97, après l'affaire Guy Georges,
va être créé le fichier national des empreintes génétiques, et il le sait. Et donc là, à partir de ce moment-là, il va utiliser des préservatifs. Donc il s'adapte aussi à l'évolution de la police scientifique. Et pendant tout ce temps, comment se déroule l'enquête ? Pendant déjà quasiment une décennie, il n'y a pas la moindre enquête. C'est-à-dire que des femmes se font agresser ou violer, elles vont dans les commissariats, elles portent plainte et après, rien. C'est classé sans suite, c'est un viol, une tentative de viol contre X. Et effectivement, à partir de 1996, parce qu'un policier de Maubeuge, j'allais dire, a une forme à la fois de sensibilité et de compétence. Le lieutenant Guérand. Exactement. Ce policier de la brigade des mineurs de Maubeuge prend en charge une victime qui est une adolescente, qui est victime d'un viol, et il voit que l'agresseur a fait preuve d'une méthode, quelque chose de presque ritualisé. Et ce policier se dit, ce type-là, il n'en est pas à son premier viol. C'est un habitué, c'est un criminel en série, et il va enquêter dans ce sens. Et une magistrate, une juge d'instruction va être saisie. Donc là, à partir de 96, on a une enquête qui sera ensuite confiée à la police judiciaire de Lille, c'est-à-dire à des gens qui sont formés, qui ont plus de temps et plus de moyens. Oui, et vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes dans un territoire reculé, entre guillemets. Les commissariats, par exemple, ne sont pas encore informatisés à l'époque, ce qui participe peut-être à la lenteur de l'enquête. Tout à fait. Après, nous, on regarde aujourd'hui cette affaire avec nos lunettes de 2022. Et effectivement, si on se replonge en 1988, on a une police beaucoup plus sexiste, beaucoup plus misogyne, quasiment à 100% masculine, très peu formée. Et effectivement, on dit souvent « Ah, il n'y avait pas l'ADN ». Alors oui, il n'y avait pas l'ADN, il n'y avait pas de fichier ADN non plus, mais il n'y avait pas non plus, c'est ce que vous disiez, d'informatique, donc de communication, de recoupement d'informations. Et puis après, ça pourrait être à la justice. Il y a un tribunal, le tribunal d'Avennes-sur-Helpe, qui recoupe les 3 commissariats où sont déposées toutes ces plaintes les unes après les autres. Mais le tribunal n'est pas non plus informatisé. Donc ça veut dire qu'au tribunal, on voit que les magistrats, ce sont que des femmes, changent à peu près tous les 18 mois ou les 2 ans. Donc il n'y a pas de mémoire humaine, il n'y a pas de mémoire artificielle, donc c'est quand même très compliqué. Alors à un moment, il y a quand même des avancées dans cette enquête, puisque un ADN est retrouvé, on retrouve des traces de sperme du violeur sur l'une des scènes d'agression, et puis surtout un portrait robot est établi. Alors oui, effectivement, en fait, plusieurs portraits robots sont établis, dont un extrêmement ressemblant. Avec le recul, on se dit c'est la photo de Dino Scala. Il ressemble à quoi ? Il ressemble, c'est un homme, alors le portrait robot dont je parle a été réalisé en 1997. C'est un monsieur tout le monde, il est brun, pas très grand, dégarni. C'est un monsieur tout le monde et c'est pour ça, aujourd'hui, dit la police, qu'elle ne l'a pas diffusé. Alors tout de même, des suspects sont arrêtés au fil de l'enquête. Alors oui. On a l'impression un peu qu'il y a des périodes où je pense en 96, il y a une magistrate qui est très très allante sur l'affaire, qui colle la pression aux policiers. Donc elle arrête des types qui ne correspondent pas à la description qu'en font les victimes, qui ont tendance quand même à être souvent maghrébins, ce qui correspond absolument pas à la description des victimes. Voilà, j'ai l'impression qu'on les arrête pour dire qu'on fait quelque chose. L'un des tournants de cette affaire, c'est au cours des années 2000, quand le dossier, l'enquête sur le violeur de la Sambre, arrive entre les mains d'un policier qui en fera l'affaire de sa vie. Tout à fait. En 2008, effectivement, l'affaire est confiée au commandant Franck Martins, qui dirige la première cellule Cold Case de France, à Lille. L'idée, c'est de pouvoir justement relire des affaires avec un œil neuf et en 2008, ça fait 10 ans qu'on a le fichier ADN, avec les moyens nouveaux. Donc, il fait ce travail de retour vers le passé. Et Franck Martins, je dois dire, est un policier assez exceptionnel. Je dirais que c'est un policier, je ne sais pas s'il revendiquerait ce terme, mais féministe. Et il a une sensibilité sur la question des victimes d'agressions sexuelles et de viols. Et il s'aperçoit très vite, quand on lit les PV de l'époque, des années précédentes, que ces victimes n'ont pas toujours été bien traitées. Alors ça pose un problème humain, ça pose un problème moral, mais ça pose aussi un problème d'efficacité des actes de police. Parce qu'une plainte mal prise, la première plainte mal prise, c'est toute la suite de la procédure qui s'écroule. Et donc il va réentendre ces victimes les unes après les autres, ces victimes qui n'avaient jamais eu de nouvelles de personne, qui étaient sentées oubliées, qui ne savaient même pas qu'elles avaient été victimes d'un violeur en série. Et cette série, justement, elle semble s'arrêter pendant quelques années, jusqu'en 2018.
Lundi 5 février 2018, le violeur de la Sambre n'a plus frappé depuis près de 5 ans et alors que l'enquête piétine, une nouvelle agression sexuelle a lieu à Erqueline en Belgique et elle ressemble en tout point au mode opératoire du violeur en série. Il s'en prend à une adolescente de 15 ans en surgissant derrière elle, l'attrapant par les cheveux dans un endroit mal éclairé. La jeune fille se débat, hurle, supplie son agresseur qui la menace avec la lame d'un couteau et le convainc finalement de la laisser partir. L'adolescente se rend immédiatement au commissariat. Le violeur de la Sambre, Dino Scala, ne le sait pas encore, mais cette nouvelle agression lui sera fatale. Alice Géraud, en février 2018, le violeur passe de nouveau à l'acte et pourtant, il faudra encore plusieurs jours avant que l'information ne remonte aux enquêteurs chargés du dossier, à Franck Martins notamment. Alors, en fait, en 2018, une adolescente française est agressée sexuellement en se rendant sur la commune d'Erqueline, en Belgique. Elle habitait Jeumont pour prendre son bus. C'est juste vraiment la frontière. C'est collé, c'est quelques centaines de mètres. C'est un endroit où, dans l'histoire du violeur de la Sambre, qu'on n'appelle pas encore comme ça, où il y a eu plusieurs agressions. Elle réussit à s'échapper. Il y a agression sexuelle. Elle réussit à s'échapper. Elle porte plainte au commissariat d'Erqueline. Les policiers qui avaient travaillé pendant des années en Belgique dans les années 2000 ne sont plus là ou sont à la retraite. Mais bon, les policiers prennent la plainte et ils font un télégramme en fait qui passe la frontière. Il y a des échanges d'informations transfrontalières entre polices. Et à la PJ de Lille, au rez-de-chaussée de la police judiciaire de Lille, il y a deux archivistes, Christine Andrieux et Lisiane Ducastel, qui, depuis des années, leur travail, c'est justement de recouper des informations, de les consigner, de relayer. Et elles connaissent cette histoire. Elles sont, il n'y a peut-être pas de mémoire artificielle, mais il y a une mémoire humaine dans cette histoire, et ce sont elles. Et tout de suite, elles voient, il y a des bribes, mais un homme par derrière, strangulation, obsédé par la poitrine, il touche la poitrine de cette adolescente. Elles appellent le commandant Martins et elles disent, je crois qu'il a à nouveau frappé. Et lui, qui est habité par le fantôme de cet homme, se dit, voilà. Et puis, il y a des caméras de vidéosurveillance sur un parking des douanes, non loin de où a eu lieu l'agression, enfin, juste à côté. Alors, les images ne sont pas très bonnes, mais les Belges ont quand même vu, il y a un modèle de voiture avec un enjoliveur manquant et un bout de plaque d'immatriculation française. Alors, c'est un peu compliqué, ça prend plusieurs jours parce qu'en fait, c'est une voiture que Dino Scala a rachetée, mais dont il n'a pas fait changer la carte grise. Donc, ils ont un suspect qui n'est pas le bon, qui ne correspond en rien à la description. Ça prend quelques jours, mais finalement, ils le suivent. Et un lundi matin, il le file, il part un matin plus tôt que prévu. Ils ne peuvent pas s'empêcher, les policiers, de penser que peut-être il aurait pu commettre une agression ce jour-là. Parce qu'on est encore en hiver. On est en hiver, il part plus tôt que prévu. Il a tout son matériel dans la voiture, cordelette, il a son couteau sur lui. Il est cagoulé. Et puis, il le laisse faire quelques kilomètres à un rond-point où la voiture de Dino Scala s'arrête parce qu'un poids lourd est coincé dans un rond-point. Il descend de voiture et il l'interpelle. Et là ensuite, que se passe-t-il ? Déjà, on prend son ADN, il correspond à celui retrouvé sur certaines scènes de viol. Et il avoue tout de suite, Dino Scala ? Oui, il avoue qu'il en a commis beaucoup. Et puis après, ça va être plus compliqué. Donc, il l'amène chez lui parce qu'il y a perquisition. Ensuite, ils vont aller perquisitionner à son usine et ils vont retrouver dans son casier, comme dans sa voiture, des cordelettes, des préservatifs, enfin tout le kit sordide du violeur en série. Et puis ensuite, il va être amené, placé en garde à vue à la PJ de Lille, dans les locaux de la PJ, interrogé par le commandant Martins et ses adjoints. Et il va passer de l'aveu complet, oui, c'est moi, à des aveux quand même au début un peu limités. On voit bien qu'au début, il reconnaît surtout celle où il y a de l'ADN. Et puis, il va avoir du mal à reconnaître les mineurs ou reconnaître les plus violents. Donc voilà, ça va prendre il va y avoir plusieurs séances d'interrogatoire. Puis ensuite, l'instruction va durer assez longtemps. Devant la juge d'instruction, il en reconnaîtra encore d'autres, puis au procès encore d'autres, mais enfin, il en nie encore une partie, quoi. Ses amis, ses proches, son entourage tombent des nues en apprenant la nouvelle. Le mot qui revient systématiquement dans toutes les personnes qui ont interrogé la police, et puis pour certaines qui sont venues témoigner au procès, c'est « serviable ».
C'était quelqu'un de serviable, qui était toujours il s'occupait de son beau-père, il s'occupait bien de ses enfants, il était entraîneur du club de foot local, président du club de foot, il avait extrêmement bonne réputation. Mais comme je le disais, dans un passé, dans sa jeunesse, on peut pas dire que c'était un homme sans histoire. C'est-à-dire ? On s'aperçoit qu'à l'habitant des années 80, on ne sait pas exactement, vers 1984, 85, une de ses anciennes belles-sœurs, une sœur de sa première épouse, dénonce des tentatives d'agression sexuelle assez grave et on ne la croit pas. Puis une de ses sœurs dénonce la même chose et là il est quasiment pris sur le fait. Et puis une copine des sœurs dénonce aussi une tentative d'agression sexuelle et il ne se passe rien en fait. Soit on ne les croit pas, soit on décide de mettre un couvercle sur cette histoire. Et dans cette histoire-là, effectivement, Dinos Scala est tout sauf un homme sans histoire. Et tout ça, ce déni-là, ça construit de l'impunité. Et c'est pas étranger au fait que cet homme ait pu agir pendant 30 ans sans être inquiété. Et toujours donc au bord de cette même route, la départementale 959, qui est un peu la colonne vertébrale de ses passages à l'acte. Elle relie notamment les différents domiciles qu'il a connus pendant sa vie, à Aulnoy-Emery et à Pont-sur-Sambre, et la ville de Gemont, là où il travaille. C'est vraiment une route qu'il connaît par cœur. Alors, il l'apprend tous les jours, il la connaît par cœur, mais c'est totalement hallucinant la manière dont il connaît par cœur cette route. Alors, il faut savoir que Dinos Scala n'a jamais bougé. Il est parti 2 fois en week-end hors du département. Hein. Il faut une fois en formation, je crois. C'est quelqu'un qui n'a jamais bougé du Val-de-Sambre. Il connaît ce Val-de-Sambre par cœur. Il était entraîneur de foot, donc il passait son temps, ses week-ends, à partir accompagné pour des matchs par ici, par là. Il fait du vélo aussi. Il fait du vélo, il fait du VTT, il organise il connaît, il le dit lui-même, le moindre chemin. On apprend aussi dans votre livre, Alice Géraud, que Dinos Scala aurait pu être arrêté bien avant. Effectivement, il faut savoir que donc, le fichier national des empreintes génétiques est créé à la fin des années 90. Au début... c'est assez restreint, ce sont sur effectivement les agresseurs et les criminels sexuels. Et puis, avec les lois Sarkozy du début des années 2000, ça va être élargi. Et notamment, la moindre personne qui est mise en cause, même par une plainte dans un commissariat, est censée être fichée. Et effectivement, Dinos Scala a un problème, je crois, anodin avec une voisine. Mais à ce moment-là, on est censé prendre son ADN. On est censé le prendre. Il faut savoir qu'on le prend assez peu souvent. Les policiers ne sont pas formés, ils n'ont pas le kit, puis ils le connaissent. Voilà. Il y a cette scène incroyable également que vous décrivez dans votre livre, c'est que Dinos Scala avait des connaissances, semble-t-il, au commissariat d'Aulnoy-Emery, et donc il y allait régulièrement boire un café ou discuter, et il avait vu son portrait robot affiché dans le hall du commissariat, et en rigolant, il dit c'est moi ça. Il dit c'est moi, il fait semblant il tend ses mains, il dit un policier arrête-moi, etc. Donc il en joue et il fait pareil avec ses collègues. Il l'a raconté au tribunal lors de son procès. C'est terrible et ils n'ont pas, pour eux ça ne pouvait être qu'une plaisanterie. Pourquoi ? Parce que l'image du violeur en série, c'est pas Monsieur Tout le Monde. Je pense que ça commence un petit peu à changer. Le procès de Dinos Scala s'ouvre 4 ans plus tard, en juin 2022, devant la cour d'assises du Nord, à Douai. Vous y avez assisté dans son intégralité, Alice Géraud. Quelle impression d'abord il vous a faite, Dinos Scala, la première fois que vous l'avez vu arriver dans le box des accusés ? Quand il est rentré dans le box, je sais pas, il est assez impassible. Il est étonnant parce qu'il ne semble ne s'animer que quand on parle de lui, quand il se met. On sent qu'il y a des choses qui lui tiennent à cœur, mais ce sont sa colère contre sa femme, qui pourtant le soutient, va le voir tout le temps en prison. Il s'emballe pour des histoires quand on lui parle de son frère, un de ses frères avec qui il est en bisbille. Là, on sent que ça lui prend les tripes. Les histoires d'argent, n'en parlons pas. Alors là, il est complètement obsédé par des histoires d'argent, sur le fait qu'il travaille beaucoup, qu'il rend beaucoup de services, etc. Il a des espèces comme ça de petites plaintes un peu banales. Et lorsqu'on parle des victimes... Il exprime ses regrets, mais comme lui a dit une victime, j'ai l'impression que vous vous excusez comme si vous aviez raflé ma voiture, alors qu'en fait, il a bousillé leur vie. Mais est-ce qu'il donne des explications à la cour ? Aucune explication. Je reprends une fois de plus le terme de l'expert psychiatre, c'est un mystère psychopathologique.
Certaines personnes, certaines victimes attendaient beaucoup de ce procès, attendaient des explications, attendaient de comprendre. L'avocat de Dino Scala avait annoncé qu'il y aurait des révélations sur son enfance. Alors effectivement, quand on lui parle de sa mère et de son père, qu'il dit ne pas aimer, son père, je précise, est décédé, sa mère est très âgée, il dit qu'il les déteste, et en même temps, lorsqu'on parle d'eux, il se met à pleurer. Bon, on sent qu'il y a un passif familial très lourd, mais qu'il n'est pas en capacité d'expliciter, quoi. Oui, il y avait des faits d'inceste dans sa famille. Une de ses sœurs, en tout cas, a dénoncé l'inceste paternel commis sur elle, des viols. Elle en a à l'époque parlé à ses frères, dont Dino Scala, qui n'a pas réagi. Elle en a reparlé au procès, il n'a pas plus réagi. Et on voit comment dans l'inconscient, alors moi je suis pas psy, mais on voit bien, voilà, quelqu'un commet des crimes sexuels, même si les victimes dénoncent, il ne se passe rien. Et toute cette histoire, c'est ça. Il ne se passe rien. La parole des femmes ne suscite rien. Il reconnaît certains viols, mais pas la totalité des faits. Non. Alors, c'est assez étonnant parce qu'il est rentré dans la salle d'audience, donc il y en avait certains qui le niaient. Ça ne peut pas être moi. Ça ne peut pas être moi. Et d'ailleurs, la preuve, pourquoi j'en reconnaîtrais d'autres et j'en reconnaîtrais certains et pas d'autres. Sauf que sur certains de ces faits qu'il niait, mais farouchement en rentrant dans la salle d'audience, soudainement, il se mettait à en reconnaître certaines. On ne sait pas pourquoi, à changer complètement d'avis. Donc, on ne sait pas trop quoi penser. Dino Scala est finalement reconnu coupable de 54 viols et agressions sexuelles sur les 56 qui lui étaient reprochés. Sa peine est de 20 ans de prison avec une sûreté de 2/3. Ça paraît peu pour un homme qui aura violé pendant 30 ans. Ça paraît peu et c'est la peine maximale. C'est la peine maximale. Et alors ça a été une des... Si vous voulez, au procès... Il n'y avait pas tellement de suspense sur la peine qu'il allait avoir. La question du procès, c'était de savoir comment on allait rendre justice à ces femmes, pas seulement par une condamnation, mais par le fait de les écouter. Mais effectivement, et c'est ce qu'ont souligné les deux avocats généraux, représentants du ministère public, on a un problème. Cette histoire, elle éclaire beaucoup de notre société, mais elle éclaire beaucoup de dysfonctionnements et elle éclaire notamment un impensé juridique, c'est-à-dire que effectivement, le viol en série n'est pas pris en compte par notre code pénal. Que l'agresseur ait violé 3 femmes ou 54, c'est le même tarif pénal. Et il y aura un nouveau procès, puisque Dino Scala a fait appel de sa décision. Vous avez rencontré certaines victimes, entendu leurs témoignages bouleversants à la barre. Ce sera une nouvelle épreuve pour elles. Alors, c'est les droits de la défense, c'est les droits de l'accusé de faire appel, et c'est très bien que ça existe. Pour les victimes, c'est difficile parce que si on se place de leur point de vue à elles, c'est même terrible parce que pour la première fois, il s'était passé quelque chose d'un peu positif dans cette histoire. On leur avait rendu justice, on les avait entendues. Et quelques jours après, elles apprennent qu'il va falloir tout recommencer. C'est terrible. Et là, non seulement elles apprennent qu'il va falloir tout recommencer, mais 6 mois après, elles apprennent que le procès dont on leur avait donné une date, elles s'étaient habituées, elles s'étaient projetées. Ah bah finalement, il est repoussé. 1 an plus tard, on ne sait pas quand. En fait, on ne se rend pas compte, mais ça, c'est extrêmement violent pour les victimes. Il faut savoir qu'il y aura peut-être encore un autre procès parce que durant le premier procès, les avocats généraux, le ministère public, a considéré qu'on avait oublié encore beaucoup de femmes dans cette histoire et a demandé la réouverture d'une information judiciaire pour au moins 14 cas. Alors, elle n'est pas encore réouverte, cette information judiciaire, mais c'est une éventualité assez probable, en fait. Merci Alice Géraud. Je rappelle que vous êtes l'autrice de Sambre aux éditions Jean-Claude Lattès, le récit poignant de dizaines de femmes qui ont vu leur vie basculer en croisant la route de Dino Scala. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de ce nouvel épisode des Crimes de la route. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous retrouvez d'autres affaires et l'ensemble de nos podcasts sur le site Vinci Autoroute et sur l'application Radio Vinci Autoroute. Une collection disponible également sur YouTube, Deezer, Spotify et Apple Podcasts.